Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 heures. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a présidé la 4e édition de la Semaine nationale du handicap. Et enfin, dans l'actualité internationale, l'ONU aura besoin de 51 milliards de dollars en 2023. C'est un record. C'était les titres. Merci. Si vous nous rejoignez. Eh bien, sous le haut patronage du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, l'Agence nationale pour les personnes handicapées a célébré ce matin au Palais du Peuple la cérémonie de la 4e édition de la Semaine nationale du handicap. Cette cérémonie auguste a servi de cadre pour mettre à profit les efforts accomplis durant les dernières années pour les protections des droits des personnes handicapées à travers des programmes qui visent à identifier les personnes à besoins spéciaux pour leur faciliter l'accès aux programmes et les avantages sociaux. À son arrivée au Palais du Peuple, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a été accueilli chaleureusement par le Premier ministre, M. Abdelkader Kal Mohamed, et le directeur de l'Agence nationale des personnes handicapées, M. Doual Saïd Mahmoud. Ensuite, le président de la République a visité les différents stands d'exposition et des produits réalisés par les personnes à besoins spéciaux. Cela illustre l'attachement de l'engagement du gouvernement sous le leadership du chef de l'État pour l'inclusion des personnes à mobilité réduite et des personnes vulnérables et de promouvoir l'égalité pour tous, les Djiboutiens. Cette 4e édition nationale pour les personnes handicapées vient à point nommé puisqu'elle traduit une détermination du chef de l'État, M. Ismaël Omar Guelleh, pour trouver des solutions adaptées aux différents problèmes et à challenger des personnes à besoins spéciaux. Ainsi, créer un environnement adapté où ils peuvent s'épanouir et trouver leur place dans la société. Eh bien, comme je vous le disais, cette cérémonie de célébration de la 4e édition de la Semaine nationale des handicapés a été un moment convivial et riche en émotions. L'événement a réuni dans la salle de spectacle au Palais du Peuple, outre le président de la République, le directeur général de la NPH, Doual Saïd Mahmoud, le Premier ministre, M. Abdelkader Kal Mohamed, les membres du gouvernement et du Parlement, des représentants des corps diplomatiques et consulaires accrédités à Djibouti, des centaines de jeunes handicapés ainsi que plusieurs responsables onusiens. Au menu de cette cérémonie, des danses et des chants folkloriques, culturels, mais aussi des pièces de théâtre qui entracent les efforts entrepris par le chef de l'État pour améliorer les conditions de vie des personnes handicapées. En effet, cette cérémonie de ce matin était l'occasion de démontrer les différents programmes élaborés par l'Agence nationale pour les personnes à besoins spéciaux pour mettre en place une stratégie de renforcement du cadre juridique pour améliorer les conditions de vie des personnes handicapées.
taariikhda dunida maanta maanta tilmaanta hogaamintaada waxay taas kugu amaatay tallaabada geedigaaga tusmaynta horumarkaaga jiilka nabaday ku joogto diniyo cidhib waxay bulshadu agtaada u taagan tahay taageerada kugu hayso waxtarkaagay og tahay diniyo cidhib waxay bulshadu agtaada u taagan tahay taageerada kugu hayso waxtarkaagay og tahay Eh bien, comme je vous le disais, le représentant de l'ONU a indiqué que cette journée vise à promouvoir les droits des bien-être ainsi que des personnes handicapées, ainsi que leur inclusion dans toutes les sphères de la société. Dans son discours, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Marguerite, a indiqué que ces actions ne sont que le début d'une démarche ambitieuse et d'un point de départ d'un engagement collectif en faveur d'une société inclusive. Écoutons le chef de l'État. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous voilà encore une fois réunis aujourd'hui à l'occasion de la semaine nationale du handicap qui est désormais devenue un rendez-vous régulier. Lorsqu'on parle du handicap, on ne parle pas d'une simple politique publique ou d'une cause qu'on défend parce qu'il est décent de le faire. On parle plutôt d'un désir républicain de volonté commune, d'inclusion et de vivre ensemble. C'est pourquoi je ne veux pas que la Semaine nationale du handicap soit vue comme un moment isolé, mais plutôt comme un rappel constant du chemin qu'il nous reste à faire, de notre capacité à innover, à s'adapter et à progresser. Certes, beaucoup a été fait, vous connaissez tous toutes les grandes étapes qui nous ont conduites ici, les textes signés, les stratégies adoptées et les lois votées. Ces actions ne sont, à mon sens, que le début d'une démarche ambitieuse et d'un point de départ d'un engagement collectif en faveur d'une société inclusive. Mesdames et messieurs, comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Aujourd'hui, la médecine nous permet d'éviter, par exemple, pour les enfants, la survenue de certains handicaps, de stopper leur progression, ou du moins limiter leurs conséquences médicales et sociales. Cette prévention se situe à deux niveaux. Tout d'abord, dès la grossesse, par l'amélioration de la qualité et la quantité d'examens prénataux destinés à détecter des grossesses à risque élevé, la sensibilisation des médicaments tératogènes, des dangers de la consommation des produits nocifs tels que la chicha et le tabac, la prévention des formes de prématurés. Ensuite, lors de l'accouchement, là aussi, l'accent doit être mis sur la formation des médecins spécialistes, l'équipement des maternités, l'organisation des services d'urgence et de réanimation. Enfin, on peut prévenir ces tragédies par des campagnes de sensibilisation sur le dépistage du glaucome, par exemple, ou encore des facteurs favorisant les accidents vasculaires, le port du casque pour les motocyclistes.
Dans un second temps, le président de la République a rappelé que nous voulons une société qui réponde à cette exigence fondamentale d'égalité des chances et une société accessible à tout le monde. Notre objectif, mesdames et messieurs, a toujours été d'avancer de manière méthodique. Tout d'abord, nous avons longtemps travaillé sur la conception même de la société sur le handicap. Nous avons en effet fait tomber les cloisons, éliminer le tabou et le mur d'indifférence. Nous avons ensuite œuvré sur l'intégration des personnes à besoins spéciaux à tous les niveaux de notre société, entre autres, à travers la scolarisation des enfants ou encore l'insertion dans la sphère de l'emploi. Cependant, la construction de la société que nous voulons exige plus. Elle mérite plus. Pour ce faire, nous devons passer de l'intégration à l'inclusion. Et cette démarche commence, à mon sens, sur les bancs de l'école, où les enfants porteurs de handicap côtoient tous les jours les autres enfants. Cela leur permet autant aux enfants à besoins spéciaux qu'aux autres d'élargir leur horizon, d'être plus ouverts et accepter plus facilement celui qui est différent, à tisser des liens. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est une société qui s'adapte aux personnes en situation de handicap et non l'inverse. Nous voulons une société qui réponde à cette exigence fondamentale d'égalité des chances, une société accessible à tout le monde. Le handicap ayant une dimension transversale, l'intégration de la NPIH dans les comités de pilotage des projets et des programmes de développement est un impératif. La NPH pourra ainsi mettre à profit son expertise, ses données dans le domaine en vue d'une meilleure harmonie de ses programmes aux besoins spécifiques des personnes handicapées. Je l'ai déjà dit et je le réitère, le handicap doit désormais s'imposer comme un véritable réflexe dans l'action publique. C'est dans cet esprit que nous avons mis en place un comité national technique chargé de la conception, l'exécution, le suivi et l'évaluation de la stratégie nationale. De par sa dimension interministérielle, ce dernier pose les bases d'une meilleure collaboration de tous les acteurs de la prise en charge du handicap car le succès provient de leur capacité à travailler ensemble. Enfin, je souhaite que le Comité national technique, qui, selon son mandat, doit se réunir 2 fois par an, me fasse un rapport biannuel sur le suivi systématique des textes d'application, les avancées et les défis rencontrés. Je ne saurais terminer mes propos sans exprimer ma gratitude à tous les partenaires qu'ils soient nationaux, bilatéraux ou internationaux pour leur soutien sans faille. Je vous remercie. C'était le discours du chef de l'État, son Excellence Ismaël Merguele. C'est l'appel à la prière, nous reviendrons tout juste après. Et l'assurance, sa compassion et solidarité à son homologue Xi Jinping et à l'ensemble du peuple ami chinois, déplorant le décès survenu d'hier de l'ex-président de ce pays, Jiang Zemin. Le peuple et le gouvernement de Djibouti se joignent à moi pour manifester leur sympathie et amitié à la nation chinoise dans l'épreuve difficile de la disparition d'un de ses plus illustres dirigeants du monde contemporain, a écrit le président Guélé dans le télégramme transmis à M. Xi Jinping. Feu Jiang Zemin restera longtemps gravé dans la mémoire collective des sociétés du monde pour son intelligence pragmatique, sa créativité ingénieuse et sa capacité inégalable à anticiper des faits majeurs de l'histoire, a noté le chef de l'État dans le même document. Décédé ce mercredi à l'âge de 96 ans, Feu Jiang Zemin est le propre d'hommes d'État ayant gravi une série d'importants échelons intermédiaires, notamment de maire de Shanghai, de vice-ministre,
du secrétaire général du PCC avant d'accéder à la magistrature suprême chinoise où il a été une décennie durant de 1993 à 2003. Les nouveaux membres de la Commission électorale nationale indépendante ont prêté serment aujourd'hui devant le président du Conseil constitutionnel. La CENI est appelée à conduire le processus électoral législatif qui aura lieu le 24 février prochain et faire de manière indépendante et impartiale et en conformité avec les normes et standards internationaux pour des élections libres, transparentes, fiables, justes et crédibles, ceci avant, pendant et après l'élection. Enfin, il convient de noter que juste après avoir prêté serment, les membres de la CENI ont voté pour leur nouveau président, M. Bahnan Ali Medel, et a été nommé président. La commission est composée de différents cadres de 5 régions. Les membres de la CENI donc sont venus de toutes les régions de l'intérieur pour la prestation de serment, à savoir Arta, Dikil, Al-Sabieh, Tadjoura et Obok. Pour le candidat. Direction l'Arabie Saoudite où la République de Djibouti a participé au 22e sommet du Conseil mondial du voyage et du tourisme qui s'est tenu du 28 au 30 novembre à Riyad en Arabie Saoudite. La délégation djiboutienne a été conduite par le ministre du Commerce et du Tourisme, M. Mohamed Ouassama Diriyeh. Le ministre était accompagné par une importante délégation composée de l'ambassadeur de Djibouti en Arabie Saoudite, Diareddine Saïd Barmakrama, du secrétaire général du ministère du Commerce et du Tourisme, Ali Daoud, du directeur général de l'Agence nationale du tourisme, Ousmane Abdi Mohamed, et de M. Ahmed Mohamed Omar, conseiller technique du ministre du Commerce et du Tourisme. Ce sommet international organisé par le Conseil mondial du voyage et du tourisme en collaboration avec le ministère du tourisme saoudien a vu la participation de 55 ministres du tourisme ainsi que des hauts personnalités comme l'ancien secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, tout comme les institutions publiques et opérateurs privés, professionnels du secteur du tourisme et des voyages. Cette rencontre avait pour objectif principal de renforcer la résilience du tourisme afin de permettre, dans le monde du développement durable de ce secteur qui a été fortement perturbé par la crise du pandémie du Covid-19. En marge des travaux de ce sommet, un accord de coopération pour le développement du tourisme entre le Royaume d'Arabie Saoudite et la République de Djibouti fut signé par le ministre du Commerce et du Tourisme, M. Mohamed Ouassama Diriyeh, avec son homologue saoudien, Mohamed Al-Khatib. Cet accord témoigne de la volonté affichée par les deux pays à renforcer significativement la collaboration et la coopération dans ce secteur stratégique pour le développement économique qui s'inscrit dans l'approfondissement des excellentes relations existantes entre les deux pays et voulu par les deux leaders, son Excellence Ismaël Merguele et le roi Mohamed bin Salman. Retour à Djibouti où la caserne de la Marine nationale a abrité une importante cérémonie de fin de formation au profit du 38 personnel de la Marine nationale, dont 20 stagiaires pour la spécialité navigateur, timonier, 18 autres dans la spécialité mécanique navale. Cette cérémonie haute en couleur a été présidée par le chef d'état-major général des armées par intérim, le général brigade Tahar Ali Mohamed, qui a accueilli par le colonel Ahmed Daher Jama, commandant de la Marine nationale. On participe également à cette cérémonie le colonel-major Mohamed Qayat. Il est le sous-chef d'état-major de la défense, le colonel Waïs
Omar Bourré, le commandant de la garde-côte, ainsi que les plus hauts responsables des forces armées djiboutiennes. Cette formation est conduite dans le cadre du renforcement des capacités navales de la Marine nationale sur directive du général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim et s'inscrivent dans le cadre du cycle de formation 2022 ainsi que les meilleurs de chaque discipline ont pu bénéficier d'une lettre de félicitations en plus de l'attestation de stage pour leur mérite et leur dévouement après des semaines de sacrifice et de courage. Enfin, la cérémonie s'est terminée finalement par la remise des cadeaux et la photo de souvenir qui viendra immortaliser le moment. سبحانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل ما لا ضاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم qaadki noloshiyo eebadii dagaalkiyo indhihiina tagay ma og tahay askariyo asaaskii nabadiyo abaabulihii guushi ambaqaadki noloshiyo eebadii dagaalkiyo indhihiina tagay ma og tahay askariyo adduunyada dhammaanteed udubkoodii Écoutons à présent le propos du chef de corps de la Marine nationale. Le gouvernement djiboutien a adopté une stratégie sécuritaire pour réserver la paix et la stabilité dans la région. Dans ce sens, le gouvernement de Djibouti a beaucoup investi dans la sécurité maritime avec l'acquisition des moyens navals. Dans ce cadre, le haut commandement militaire a recruté un niveau personnel diplômé pour le renforcement des capacités de formation intimée sont les priorités de la Marine nationale. Pour cela, une requête a été transmise des pays partenaires pour dispenser des formations nécessaires. La France fut la première à avoir rebondi favorablement à cette demande. Moi, permettez-moi de remercier pour tout le soutien et la coopération française à travers l'attaché militaire qui est présent ici. La Marine nationale durant cette année a cours et bénéficié de plusieurs formations, différentes spécialités dépensées nos pays amis tels que France, États-Unis, Maroc, etc. Le colonel Waïs Omar Bourré, commandant de la garde-côte djiboutienne, a accueilli mardi dernier dans le salon d'honneur de la direction générale de l'administration de la garde-côte djiboutienne le lieutenant-colonel Kishida Takeshi, directeur du bureau de lutte contre la piraterie de la garde-côte japonaise, dans le cadre d'une visite officielle. Le colonel Waïs Omar Bourré a saisi cette occasion pour présenter à la délégation menée par le lieutenant-colonel Kishida Takeshi les missions et les capacités opérationnelles de la garde-côte djiboutienne ainsi que les infrastructures et les installations de l'institution. À la fin de la présentation, une riche discussion s'est établie entre les deux parties qui ont soulevé les points d'intérêt commun dans le domaine de la sécurité et la sûreté maritime de la mer Rouge, du détroit de Bab el-Mandeb, ainsi que les voies et moyens de renforcer la coopération et la collaboration entre les deux institutions. Le lieutenant-colonel Kishida Takeshi a exprimé sa totale satisfaction à la suite de cette rencontre et a salué l'accueil chaleureux dont il a été honoré. Il a reconnu le rôle important que la garde-côte djiboutienne joue dans la sécurité et la sûreté maritime et la région du Golfe d'Aden et le détroit de Bab el-Mandeb et a salué le développement fulgurant de cette institution depuis sa création. La visite s'est clôturée par la traditionnelle échange des cadeaux. Et enfin, dans l'actualité internationale, je vous dis dans le titre, l'ONU a lancé depuis aujourd'hui un appel de fonds record, près de 51 milliards de dollars pour l'aide humanitaire en 2023, afin d'assister à plus de 230 millions de personnes dans le monde. Les agences humanitaires des Nations Unies nécessiteront plus de 51 milliards de dollars l'an prochain, des besoins en hausse de 25%. Ces fonds leur permettront de financer leurs programmes pour venir en aide à 230 millions de personnes parmi les plus vulnérables dans les 68 pays. L'année prochaine sera donc le plus vaste programme humanitaire jamais lancé au niveau mondial, a déclaré le chef de l'agence humanitaire de l'ONU, Martin Griffiths.
c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour suivre nos programmes télévisés et bon week-end à vous.